sur la distribution d'air chaud, les interactions VMC et chauffage au bois, tout ce qui est appareil mixte, appareil bouilleur, l'étanchéité dans les poêles à bois. Ensuite, il y aura une partie sur la combustion et la pollution liée à la combustion. Et en dernier, je crois que c'est en dernier que je l'aborde, la ressource en bois en Bretagne et le granulé, la bûche densifiée. Il y a quelques questions aussi dessus. Donc voilà, quelquefois les questions qui nous sont remontées, c'était juste un mot-clé. Donc on en a déduit voilà, ce qu'on pouvait dire sur la question, mais n'hésitez pas à compléter par des questions aussi pendant la présentation. Donc on ne va pas rentrer forcément à fond dans le détail de chaque partie, parce que chaque partie pourrait être très très longue à détailler. Toi Hervé, tu vas aborder... Alors, comme Nathalie, donc on a repris un peu vos questions. Pour ce qui me concerne, il y en avait pas mal qui se recoupaient. Plusieurs questions tournent autour des essences, du choix des essences, des traitements ou des bois naturellement durables, la protection contre les termites, la protection contre les insectes. Donc tout ça, j'ai réuni dans un grand thème que je vais développer en à peu près une demi-heure. Ensuite, on avait également une série de questions autour du bardage, des revêtements bois à l'extérieur, de l'entretien. Donc, je vous parlerai un petit peu des grands principes à respecter, on va dire, pour le bardage. Et puis, surtout, je vais vous renvoyer vers des ouvrages relativement récents, voire très récents, dont un qui est gratuit en ligne et qui pourra vous être utile et qui répondra, je pense, très précisément à la plupart de vos questions autour des bardages. Et puis après, il nous restera à voir la question du prix, la question des valeurs SD, membrane frein vapeur ou pas, par vapeur. Donc on pourra avoir un petit échange autour de ça. Et puis la question des panneaux bois massifs, voilà, qu'on abordera, je pense, de manière ouverte, parce que je n'ai pas préparé de support spécifique là-dessus. Je pense qu'on a besoin de dialoguer surtout sur cette question. D'amis pour la matinée. Donc juste un petit mot, parce que pour certains vous savez déjà, qui est Habibois. Donc Habibois, c'est une association. On a à l'heure actuelle environ 300 adhérents. Les adhérents sont les professionnels de la filière forêt-bois en Bretagne, donc des entreprises qui peuvent adhérer. On a aussi comme partenaires des institutionnels, on ne compte pas forcément parmi nos adhérents. On touche toute la filière, du moins on l'essaye. Depuis le producteur, le sylviculteur en forêt, jusqu'à l'architecte de maison au Saturbois, en passant par les transformateurs scieurs, les producteurs de bois-bûches. Enfin, voilà, c'est la filière bois dans son sens le plus large. Donc ce qu'on fait pour les professionnels du bois, c'est la promotion du bois et de ses usages en général. Donc, entre autres, voilà, rédaction d'articles, d'ouvrages, des interventions, des événements aussi, construisons positifs, les assises de la forêt et du bois, les rencontres bretonnes du bois énergie qu'on a fait l'année dernière pour la première édition. Et puis, on a un travail aussi de structuration de la filière par des études, des groupes de travail avec les professionnels, mais quelquefois aussi avec les partenaires institutionnels, de la mise en réseau, on soutient un programme de reboisement aussi, et puis de l'accompagnement technique après plus individuel, soit par des guides techniques, des formations, ou du suivi individualisé d'entreprise. J'ai mis Bretagne Bois-Bûches parce que pour moi c'est aussi un moyen d'accompagner les entreprises qui vendent du bois de chauffage. Voilà pour ça, et pour information aussi, on est financé à 70% par l'ADEME et la région, principalement par les partenaires publics dans leur ensemble, mais dont l'ADEME et la région font une grosse partie. Donc nos actions, elles sont aussi motivées par une forme d'intérêt général. On ne travaille pas que pour les entreprises. Tu veux rajouter ? Juste un mot. Si on a une spécialité, on va dire, c'est une connaissance grand angle de toute la filière bois, depuis la forêt jusqu'à la construction. Et on n'est pas expert construction ou expert forêt, mais on a un regard global auprès de tous ces acteurs. Et on est un peu les seuls à avoir cette vision d'ensemble. Voilà, c'est un peu ce qui fait notre originalité parmi tous les experts de chaque domaine. Nous, on est experts de l'ensemble. Enfin, experts. Expert en généralité, quoi. Expert en généralité, merci.
Parfois, on a du mal à présenter notre métier, mais notre métier, c'est justement une connaissance de l'ensemble. Chacun, après, au sein de l'équipe, on a un peu nos spécialités, mais au travers de nos échanges, finalement, on a ce regard d'ensemble. Et voilà, c'est tout. Pour la première partie, les appareils de chauffage au bois à leur mise en œuvre, pour faire un grand chapeau. Donc les questions qui étaient sur la distribution de la chaleur. Vous aviez posé des questions sur cette thématique. Donc comment ça marche, à qui ça peut être conseillé, en gros. Voilà le fonctionnement de base. Donc ça c'est un schéma Poujoula, mais il peut y avoir des variantes. Là on voit qu'il y a une aspiration de l'air dans la pièce de vie. Ici ça pousse l'air, c'est un ventilateur qui pousse l'air. Ici il y a un échangeur. Et ensuite, il y a une répartition de la chaleur dans différentes pièces de vie. Bien sûr, l'air qui passe ici ne se mélange pas aux fumées qui sont évacuées par la cheminée de manière classique. Il n'y a pas de mélange. Donc voilà, on retrouve les différentes pièces sur le côté. Donc ça, c'est le principe de base. Pousser l'air chaud de la pièce où se trouve l'appareil vers les autres pièces de la maison. Donc, c'est juste la récupération de la chaleur du conduit. C'est la récupération de la chaleur du conduit, oui, puisque c'est là qu'il y a le plus de chaleur, c'est là que ça va être intéressant. Dans la pièce où se trouve l'appareil, bien sûr, il va faire bon, mais c'est surtout la chaleur vraiment au niveau du conduit. Donc, ce qui va être important dans ce système-là, c'est de bien veiller au dimensionnement de l'appareil, parce que le fait de puiser de l'air, de récupérer des calories, quelque part va jouer sur la température des fumées et peut créer des risques de condensation dans le conduit. Donc il faut que le poêle peut-être soit légèrement plus puissant. Ce qui est un petit peu contradictoire avec le conseil qui est de ne pas trop dimensionner un poêle. Donc il faut envisager ce système-là. Ça peut être intéressant de le conseiller quand un poêle, justement, a été surdimensionné. S'il y a une rénovation au niveau des combles, ça peut être un moyen de récupérer une chaleur un peu trop importante grâce à... Voilà, c'est un décalage de calories. Si on le puise sur le conduit de fumée ici, ça permet un petit appel de chaleur et ça permet de désemplir un petit peu la chaleur dans la pièce de vie. Si vous voyez ce que j'explique. J'ai pas un vocabulaire hyper technique. Ce qu'on peut peut-être éventuellement ajouter, c'est que dans les maisons très isolées, on a des gradients de température relativement faibles entre le sol et le plafond, et donc des phénomènes de convection qui sont un petit peu réduits. Donc la distribution de chaleur par la convection ne se fait pas forcément aussi bien que dans les maisons un peu plus anciennes où l'air est constamment brassé. Et donc ce système permet de répartir plus facilement, de manière un petit peu forcée, la chaleur dans les différentes pièces. Au niveau des bouches d'insufflation, il y a possibilité que ce soit des bouches qui souffrent par le sol, ou réglementairement ça doit être par un plafond sur un mur? Alors, il n'y a pas forcément de contraintes réglementaires. Ces systèmes-là sont des systèmes visés par des ATEC, enfin des avis techniques du CSTB. On pourrait envisager pas mal de systèmes. Là, vu qu'on va puiser quand même en partie supérieure, le fait de ramener les choses en sol après, ça peut compliquer. Par contre, s'il y a un étage, voilà, techniquement, ça peut être fait. Réglementairement parlant, je pense que ça peut être fait aussi. Après, il faut trouver le truc qui ne soit pas une usine à gaz, quoi. Généralement, les gammes sont placées en comble. Voilà. Sur un étage. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait sur 2 étages, mais en général, c'est plutôt placé comme ça. C'est la manière la plus simple de le mettre en œuvre. Et sinon, il faut créer des coupes à vous, tout ça. Ouais, tout à fait. En général, ça se rajoute. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, pour avoir interrogé un peu des professionnels dans le cadre de la préparation de cette réunion, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui le demandent d'entrée de jeu. C'est plutôt quelque chose qui vient se rajouter dans le cadre pourquoi pas, une isolation d'une maison ancienne. On a un appareil qui du coup se retrouve vraiment trop puissant pour chauffer un espace bien mieux isolé, donc ça peut être rajouté à ce moment-là pour mieux diffuser la chaleur. Oui. Est-ce qu'on est limité en longueur de gaine pour le soufflage de l'air chaud? Est-ce qu'on peut aller souffler assez loin? Là, il n'y a pas forcément d'informations là-dessus. Il va y avoir des débits d'air à respecter.
Alors, j'ai lu la partie, l'avis technique, par exemple, du système Poujoula. Il va y avoir des débits d'air minimum à respecter. Ils ont plusieurs modes. Ils ont un mode, par exemple, chauffage solaire, où on va utiliser ça en complément d'un système solaire thermique. Ils ont des débits d'air maximum quand ils sont en mode chauffage au bois, donc uniquement chauffage au bois. Et du coup, il faut, c'est à ajuster aussi selon que le système de ventilation est double flux ou simple flux. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un système de distribution d'air chaud, il y a plusieurs marques qui le font, il faut bien regarder l'avis technique et les préconisations. Et en fait, chaque système s'applique dans des conditions différentes. Et les conditions sont décrites dans l'avis technique et dans son annexe technique. Voilà, c'est pas vraiment visé par des DTU ou une réglementation thermique à l'heure actuelle. Si je comprends bien, ça peut être ajouté après. Oui. Et je veux savoir si c'était plus aujourd'hui installé en rénovation ou plus en construction. Nous, au retour qu'on a eu, c'est pas vraiment beaucoup installé. Donc, Y compris en neuf aujourd'hui. Voilà. Donc, Non, mais les gens ont l'impression que ça va être invasif en fait. Là, peut-être sur un plancher bois, c'est intéressant, mais sur un plancher béton. Invasif, je comprends pas. On fait des trous, on perd. Ah oui. Oui. c'est pour ça que si c'est pas prévu à la conception des logements neufs, sur l'existence, c'est compliqué. Justement, en construction, ça peut être assez intéressant quand on a des bons niveaux de performance énergétique. On disait que c'était intéressant de le mettre quand le poêle est légèrement surdimensionné, ce qui arrive souvent en neuf. Et on peut avoir des pièces où la circulation d'air se fera pas forcément bien et ça permet d'aller chauffer une pièce en particulier. C'était pour ça que je demandais moi la longueur maximale. Donc il n'y a pas d'indication, j'ai pas vu d'indication sur les longueurs maximales de gaines. Après, l'idée d'isoler les gaines, c'est toujours possible, mais on va augmenter le diamètre, ça va faire moins de déperdition sur la ligne, on va amener plus de puissance là où on veut l'amener, mais c'est toujours un problème d'encombrement. C'est vrai que c'est... Si c'est dans les combes, on peut tout faire, mais c'est vrai que si Non, même en neuf, si c'est dès la conception, si on a bien réfléchi à ce système dès la conception, en neuf, ça peut s'envisager. Alors voilà, ça c'est l'autre point. Dans le cas de Poujoula, comme je le disais, il y a d'autres marques qui le font. Eux, ils précisent bien dans leur annexe technique qu'il faut que le poseur ait des compétences en couverture, en électricité basse tension et en fumisterie-âtrerie et qu'il soit formé par Poujoula. Donc ils maîtrisent, ils bordent bien les choses. Et je pense que c'est plutôt sage parce qu'effectivement, c'est des systèmes qui ne sont pas très souvent mis en œuvre. Donc la personne qui va être calée sur ce système-là, autant qu'elle fasse toute la France. Donc effectivement, il vaut mieux s'adresser directement aux fabricants pour savoir quels sont les professionnels formés pour poser ce genre de... C'est seulement Poujoula qui fait ça. Non, il y a d'autres marques, mais c'est Poujoula qui le dit très clairement dans son avis technique. Eux, en tout cas, ils ont une formation, ils ont un accompagnement des professionnels pour les amener à poser. Et il y a d'autres marques qui font des systèmes de distribution de chaleur. Et pareil, les règles de mise en œuvre peuvent être très variées. Alors, oui, c'est ce que je cherchais justement. Il y a Jonkou, donc Jonkou qui fait des tuyaux, de la fumisterie pour foyer à bois de manière classique. Pour les inserts, il y a un groupe de distribution installé au niveau de la hotte. Certains fabricants ne font des systèmes qui ne sont adaptés qu'aux inserts et ils vont puiser l'air dans la hotte. Ils ne font pas pour les poêles de cette manière-là. Il y a un système Quinoa qui a 3 variantes avec le standard, le thé de mélange et le clisson 3F. Alors je ne suis pas allée creuser à chaque fois lequel est applicable dans quelles conditions, mais vous voyez que pour un même fabricant, il y a déjà plusieurs possibilités. Mais lui, par exemple, il a beau avoir 3 variantes, c'est que pour les inserts avec hotte. Et chez Ten et Dinac, qui sont les 2 autres fabricants de fumisterie français reconnus, j'ai rien vu de tel à l'heure actuelle. Donc ça peut sortir, si c'est quelque chose qui se développe, ils sortiront aussi leurs produits. Vous pouvez regarder sur le site du CSTB, donc dans la rubrique avis technique,
Vous cherchez, il y a un petit pavé sur le côté où vous pouvez indiquer donc, tout ce qui est poêle à bois ou appareil fonctionnant aux énergies renouvelables. Et là, vous aurez les avis techniques, les derniers avis techniques sur ce type de système. Juste à l'heure, vous disiez, le poêle à bois est installé, on peut ajouter système. Moi, j'ai l'impression que les artisans ne veulent jamais installer un système sur quelque chose qui a déjà été posé. Alors, il faut faire un diagnostic du conduit préalable à la pose. Ça, c'est encore une fois, c'est Poujoula qui le préconise. Je ne l'ai pas forcément vu dans les autres avis techniques, mais c'est de toute façon conseillé. À chaque fois qu'il y a une intervention, c'était un peu le préalable dans ce guide-là. Là, c'est le diagnostic conduit qui est ici, là, en page 5. Voilà, c'est les étapes, les questions à se poser, etc., qu'un professionnel doit normalement faire à chaque fois qu'il intervient sur un poêle existant, sur un conduit existant. Que ce soit pour l'installation d'un nouvel appareil, quand il n'y avait qu'une cheminée à foyer, enfin une cheminée ouverte, ou voilà, à chaque fois qu'il y a un bout de conduit qui existe quelque part, il faut faire ce diagnostic. Donc pour reprendre, donc l'interaction, on est déjà dans l'interaction VMC. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la distribution de chaleur? Donc, vous voyez, je n'ai pas forcément répondu précisément parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais vous avez beaucoup de réponses très techniques dans les avis techniques et les annexes qui sont jointes. La consommation du moteur, du coup, par la ventilation, c'est important? Je pense que c'est négligeable. Je n'ai pas spécialement regardé ça. Mais je ne pense pas que ce soit forcément une grosse... Il n'y a pas de système de régulation de température au niveau des bouches. Non. Donc, quand ça marche, ça marche. Parce que moi, les retours mauvais que j'ai eu de la part d'artisans, de poseurs, c'était ils mettent ça pour chauffer une chambre, parce qu'il fait trop chaud dans la chambre, les gens se plaignent. Et, Ah, d'accord. Voilà, plusieurs ont arrêté de le faire parce que c'est le problème de ne pas du tout savoir quelle température il va y avoir dans les pièces, d'avoir du mal à estimer la puissance. Pour moi, c'est ça la grosse inconnue, c'est ça, c'est l'aérolique, quoi. Il faut se poser les questions avant, et voilà. La chaleur dans le conduit, elle est variable. Quand le poêle est allumé, quand il est éteint. Quand il est allumé, il faut surtout faire attention à ne pas le faire fonctionner à feu couvé, en allure réduite, parce que ça peut avoir justement une interaction très mauvaise avec Enfin, si le feu fonctionne en allure réduite, on rentrera dans le détail après. Les fumées vont sortir moins chaudes. Si en plus on vient choper des calories sur les fumées de combustion, on va créer des points de rosée, des points de condensation, et donc il n'y a rien de pire pour encrasser et pour gâcher du bois et puis pour user le matériel bien trop vite. Donc, puis mettre en jeu la sécurité. Oui. Le coût. J'ai pas d'idée de coût. Mais de mémoire, il me semble que j'avais posé la question au dernier salon Bois Énergie et que c'était entre 700 et 1000, quoi. C'était quand même quelque chose de relativement onéreux. Je sais pas si vous avez d'autres retours à ce niveau-là. Pour l'appareil web, avec la manœuvre, moi, ce que j'ai vu, j'étais plutôt dans les 2000 € posés, quoi. Oui, parce qu'il faut compter ça à moins de 15. Moi, j'en ai vu à 1006, 1007 TTC posé. D'accord. Ok, je passe, j'essaie d'aller pas trop lentement parce que mon collègue qui vient après. Pour les questions concernant l'interaction entre la VMC et le bois. Donc, quand on est en système de combustion étanche, a priori, il n'y a pas d'interaction entre les VMC et le système de chaleur, de chauffage au bois. Système de combustion étanche, on a une amenée d'air directe qui vient dans le poêle, on a une évacuation des fumées, tout ça se fait en circuit qui n'intervient pas avec l'air intérieur de la maison. Donc normalement, là, il n'y a pas d'interaction. En système non étanche, donc le système non étanche, c'est le poêle qui puise l'air de combustion dans la pièce où il se trouve. Il aspire, c'est les entrées d'air. Alors les entrées d'air, on peut les manipuler, ça ne veut pas dire que l'air est forcément puisé dans la pièce. C'est pas parce qu'on ouvre les entrées d'air que ça les ouvre dans la pièce, ça peut les ouvrir dans le système d'amenée d'air direct. En système donc non étanche, l'amenée d'air direct peut aussi être préconisée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'appareils aujourd'hui qui sont équipés, enfin qui ont une ouverture où on peut percer pour mettre une amenée d'air directe. Et il ne faut pas l'oublier, même dans l'existant, l'amenée d'air directe, elle est possible si elle va puiser de l'air dans le vide sanitaire, par exemple, ou si le poêle est installé sur un mur qui donne sur l'extérieur, on peut percer aussi le mur. Là, on n'est pas forcément dans une démarche d'étanchéité, on est dans une démarche d'avoir l'air comburant qui va rentrer dans l'appareil
sans créer de courant d'air désagréable dans la maison. Et en plus, on est à peu près sûr qu'il y a suffisamment d'air pour le poêle et que du coup, l'amener d'air va être suffisante. Du coup, c'est quoi la différence entre le poêle étanche et c'est quoi un poêle étanche alors? Alors, un poêle C'est étanche, juste l'amener d'air indépendante. le poêle étanche, je l'aborde juste un tout petit peu après. D'accord. Mais en gros, c'est un poêle qui va être vraiment testé pour son étanchéité et qui doit être installé dans les bâtiments neufs, enfin, dans les maisons étanches. D'accord, donc c'est au niveau de la porte, c'est pas que l'arrivée d'air en fait. Voilà, ouais. Donc on y revient juste après, juste pour l'interaction avec la VMC. Les grilles d'amener d'air indirectes. Donc ça, c'est des grilles qui sont dans les murs, qui sont dimensionnées en fonction de la puissance de l'appareil. Et donc l'air arrive de l'extérieur, passe dans la pièce, est aspiré par le poêle. Ça, c'est le système à l'ancienne. Enfin, c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Avant les systèmes d'amener d'air direct, c'est comme ça que ça devait fonctionner. Donc on est d'accord que ça doit être dimensionné en fonction de la puissance du poêle. Vous retrouvez aussi dans le guide que je vous ai montré juste à l'instant, en dernière page, là, les tailles de grille, comment les dimensionner. Le seul risque en fait d'interaction entre VMC et bois, c'est surtout que le poêle ne fonctionne pas. Ça se traduira principalement de cette manière-là. Parce que le tirage du poêle va pas forcément tirer une quantité d'air si importante que ça en comparaison avec une VMC, avec ce que va souffler dans la pièce la VMC, puisqu'on est dans des pièces de vie, et ce qu'elle va tirer dans les pièces techniques. Le tirage des pièces techniques va être bien supérieur à ce que va tirer l'appareil dans la pièce de vie. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Donc le vrai risque, c'est que le poêle n'arrive pas finalement à puiser son air parce qu'il y a déjà une dépression qui est faite vers les pièces techniques et que le poêle finalement ne s'allume pas, enfin qu'il y a une vraie galère à allumer le feu. Alors, il y a simplement un retour, enfin simplement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir d'autres risques du type retour de fumée. S'il y a une hotte de cuisine, si l'installation est non raccordée dans une maison rénovée très étanche, donc un poêle ancien pour vous remettre dans le truc, un poêle qui était là avant, qui est performant, pas performant, peu importe, qui puise l'air dans la pièce de vie. On a fait des travaux, la maison est bien mieux isolée et bien plus étanche. Là, effectivement, si le poêle est vraiment trop puissant, c'était le cas de figure de tout à l'heure, si le poêle reste un peu trop puissant, il va puiser un peu trop d'air et voilà, ça peut être un peu compliqué dans ces moments-là. Et puis, si la VMC est mal équilibrée et qui met la maison en dépression. En dépression, en surpression. En dépression. En dépression. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Trop d'infos. Oui, l'amener d'air direct, je pensais qu'elle était presque obligatoire. En fait, elle est préconisée. L'amener d'air direct dans le neuf, elle est obligatoire. Dans l'existant, on la préconise. Mais les règles, la réglementation. Alors la réglementation de la rénovation, je ne sais pas. Est-ce qu'elle aborde ce sujet-là? Mais sinon, il n'y a pas forcément de... Voilà. Il faut qu'il y ait une amener d'air qui soit bien dimensionnée, qui permette... C'est un petit peu le risque dans l'existant, justement, quand on va avoir une réhabilitation thermique, on va changer les menuiseries, isoler, on va rendre étanche l'enveloppe. Et puis, si on a un poêle qui fonctionne à l'intérieur, il va créer sa propre dépression à l'intérieur du logement. Si on a une ventilation qui provoque elle-même une autre dépression qui va venir s'ajouter, on n'est pas sûr que les débits des amenés d'air soient suffisamment dimensionnés. Donc c'est un petit peu l'enjeu au moment d'une réhabilitation, c'est de s'assurer que les entrées d'air ménagées dans les menuiseries notamment soient suffisantes pour permettre le tirage du renouvellement d'air et le tirage du poêle. En gros, quelle que soit la situation, il faut s'assurer que le poêle ait suffisamment d'air pour fonctionner. Et privilégier l'apport d'air direct, donc branché dans le poêle, pour éviter l'inconfort et éviter les fuites si on est dans un système étanche, dans une maison étanche. Dans un vide sanitaire, ça peut être suffisant. On n'est pas obligé de faire une sortie qui va
qui passe dans le vide sanitaire si c'est au milieu d'une maison et qui ressort Non, voilà. à l'extérieur. Après, si c'est un vrai vide sanitaire, donc il faut s'assurer que le vide sanitaire fasse un volume, voilà, et puis que lui-même il ait une ouverture effectivement vers l'extérieur à un moment donné pour être ventilé. Si c'est le cas, c'est tout à fait envisageable. Je passe un peu vite parce que le temps tourne. Les appareils mixtes ou appareils bouilleurs. Donc on a peu de retours, globalement. On a très peu de retours, il y a peu d'installations. Le marché du mixte se porte à l'heure actuelle plus finalement vers les poêles à bûches régulables. Donc il y a eu un petit succès à un moment donné dans le neuf parce que les gens voulaient continuer à se chauffer au bois bûche, ne trouvaient pas d'appareil régulable compatible avec la RT 2012, donc partaient sur des poêles mixtes parce que l'aspect régulable était apporté par le granulé. Donc quand je parle de poêle mixte, c'est mixte granulé bûche. Enfin, j'ai compris la question comme ça. Étant donné que des poêles régulables à bûche sont arrivés sur le marché, les gens préfèrent pas dans 100% des cas, hein, mais se tournent un peu plus vers ces poêles-là parce que c'était leur motivation à partir vers un appareil mixte au départ. Vous avez des retours sur ces appareils-là, les appareils bûches régulables? Peu de retours aussi parce que c'est assez récent encore. C'est encore assez neuf, donc non, peu de retours. Et en termes de coût, c'est par rapport à un bûche... Pour moi, c'est un peu plus cher quand même. Et puis, les poêles à bûches régulables, c'est déjà au départ plutôt des appareils milieu à haut de gamme qui les proposent. Donc, on n'est pas dans du... Pour l'instant, il n'y a pas de poêle Leroy Merlin en vente. Et donc, comme c'est régulable, c'est devenu, ça passe. Oui. Il y avait un flou un peu sur ce sujet-là. Et du coup, voilà, le côté... voilà, il manque quand même le côté interruption, le côté on-off, on ne l'a toujours pas. Mais bon, c'est une idée, il faudrait soumettre ça aux industriels. Juste pour compléter par rapport aux poêles bûches et les RT 2012, les poêles bûches peuvent être compatibles quand même pour la RT 2012. Voilà. La seule chose, c'est que ce n'est pas considéré comme chauffage principal. Donc du coup, ça veut dire que ça, si c'est l'électrique qui est en chauffage principal, ça augmente énormément la consommation. Ah oui, donc c'est pas Et vraiment ça peut être RT 2012, ça remplace pas. La poêle à granulés, il faut faire tout seul. Si les poêles bûches régulables, ils peuvent passer en chauffage principal. Voilà, en chauffage secondaire. On refait le point aussi dans ce guide-là, sur la RT 2012. On resépare les cas de figure. Il est sorti en 2013, celui-là. Il est en ligne sur le site d'Abibois. Je pourrais vous le mettre, vous l'envoyer avec la présentation d'aujourd'hui. J'en ai effectivement qui est l'année donc ça, c'est le premier. Là, c'est le deuxième. Et le troisième, c'était sur les chaudières et appareils bouillants. Donc oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser. Après, techniquement, c'est vrai que c'est moins... Enfin, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir un chauffage secondaire type poêle à bois qui amène encore 6 kW de puissance. Mais bon, ça peut être une parade pour installer un poêle à bois, effectivement. Après, c'est plus dans l'usage et dans le calcul théorique, quoi. Enfin, c'est ça. Parce que dans une maison qui est très bien isolée, un poêle bûche peut suffire à chauffer toute la maison. Même largement, ouais. Il faut trouver même des poêles suffisamment bas de puissance pour que ça colle. Je dirais que les personnes les plus motivées, les architectes les plus motivés à mettre du bois bûche trouvent toujours un moyen. Ça les a jamais trop freinés. Après, avec les poêles régulables, c'est un peu plus facile à faire passer quand même. Donc voilà. Pour les appareils bouilleurs, globalement, pareil, peu de retours. Peu de retours des prescripteurs. Il faut faire attention à la présence de l'occupant. Parce qu'il y aura de l'eau chaude que s'il y a un feu. Vous voyez le fonctionnement du poêle bouilleur? Donc c'est le principe d'avoir un poêle dans le salon. Quand on l'allume, une partie donc, va rayonner dans la pièce qu'on se trouve et une partie va être stockée dans un ballon tampon. Ce ballon tampon, quand l'appareil est éteint, il va pouvoir redistribuer donc, pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage. Mais pour qu'il y ait ça, il faut d'abord qu'il y ait ça. Donc il faut quand même à un moment donné allumer son feu soi-même, manuellement ou pas. Enfin, si vous avez un poêle à granulés, c'est possible de le faire de manière automatique. Par contre, pour couvrir des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire, il faut quand même une sacrée quantité de combustible au départ dans le salon. Donc c'est pour les maisons qui ne sont pas bien isolées, qui ont un besoin en chauffage important. Ça dépend de l'équilibrage entre la puissance hydraulique et la puissance aérolique. Ça dépend de beaucoup de choses et c'est un système qui est vite
vachement technique, et y compris pour l'occupant, qui a besoin de comprendre comment fonctionne le système pour l'utiliser au mieux. C'est tout à fait envisageable de chauffer, d'être autonome avec ce genre de système, mais je dirais que c'est quand même... il faut réfléchir à ce qu'on fait, à comment on se chauffe, à comment on consomme son eau chaude, etc. Et l'autre point faible, c'est la manutention. Ça fait quand même charger, soit on a un silo à granulés qui est connecté directement au poêle et ça se remplit tout seul, mais du coup, bon, bah, pourquoi pas avoir une chaudière, c'est aussi simple, ça prend pas de place, et voilà, c'est en dehors de la maison. Avec de la bûche, il faut tout charger à la main, enfin, ça peut être assez... voilà. Après, donc souvent la motivation, c'est quand on a la réflexion part du principe que, quitte à être toute la journée à la maison et à faire chauffer mon poêle un peu toute la journée, autant que ça profite aussi à mon eau chaude, voilà. Mais la mise en œuvre est pas si simple. Si je peux me permettre, moi j'en ai fait visiter, j'ai fait visiter 3 maisons avec des poêles bouilleurs, poêle masseur bouilleur, 3 cas différents, un sans appoint, un avec appoint électrique et un autre avec appoint solaire. Oui. Et en fait, ce que les occupants me disaient, c'est en gros, ils font une grosse flambée le matin. Ouais. Ça va garder en température la maison toute la journée. Ou même, ils ne font pas de flambée, ceux qui sont en solaire, quand ils savent qu'il y a du beau temps, ils ne font pas de flambée le matin, ils ont une température à 17 à peu près dans la maison. Mais par contre, ils font une grosse flambée le soir. Donc c'est vrai que par rapport à un chauffage direct bois, l'intérêt, c'est que ça permet quand même d'optimiser l'usage du bois dans la maison. Et c'est de toute manière accouplé avec un autre système de chauffage que tu as cité, le solaire. C'est souvent le solaire qui est choisi pour compléter. Il y a une sorte de distance entre le ballon et... les mêmes questions que pour une chaudière classique, entre le ballon tampon et les émetteurs dans les différentes pièces. Après, il y a tout un réseau de distribution qui est comparable avec la chaudière classique. En fait. Moi j'ai quelques cas en fait où des particuliers ont installé un poêle bouillant, mais en chauffage en fait principal, sont en alimentation. D'accord. Et en fait le ballon était tout le temps surdimensionné. D'accord. Et en fait ça chauffe pas. Enfin, très difficile. Ok. Le ballon tampon. Enfin, le ballon de... Le ballon tampon, ouais. D'accord. C'est des ballons de première ligne. Là c'était du message. Quand même. C'était gros, excusez-moi. Je continue. Excusez-moi, j'accélère un peu. Juste, oui. Est-ce qu'il y a des artisans pour encore trouver des artisans qui posent cette installation? On va en trouver, ouais. Je peux essayer de regarder. On va plutôt se tourner vers les installateurs de chaudières, dont certains ont des affinités avec le poêle, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas y toucher, qui ne sont pas sûrs d'eux. C'est des binômes souvent, un plombier chauffagiste et un spécialiste du poêle. Enfin, moi, sur mon territoire, ils prennent ça ensemble. D'accord. Oui, d'une manière générale, celui qui est déjà technique dans l'installation de chaudière, s'il aime ça, il va aller assez facilement vers les poêles bouilleurs, mais je pense que c'est vraiment une question d'affinité là pour le coup. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent pas en entendre parler, qui trouvent ça super compliqué, qui veulent pas avoir d'embêtement derrière, donc voilà. Mais oui, on pourra. Je vais me le noter, d'essayer de vous trouver des noms. C'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est une enquête. C'est plutôt vous qui pourriez m'en faire remonter. Sinon, par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à appeler le fabricant en fait. Enfin, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, je trouve un poêle, tu appelles le fabricant pour savoir quel artisan dans le coin peut le faire. Dans le coin, ouais. Parce que moi, je connais 3 artisans sur mon territoire qui en posent, ils fonctionnent qu'avec un seul fabricant de toute façon. Ils n'en ont que un parce qu'ils connaissent tout le matos, ils connaissent les poêles, les ballons, etc. Et ils poseront jamais une autre marque. Ils disent clairement, j'en connais un, je fais rien d'autre parce que voilà, celui-là je le maîtrise. Donc il vaut mieux limite passer par les marques quand tu connais une bonne marque, tu l'appelles, tu vois s'ils en ont un dans ton secteur. Okay. J'ai des questions cette année concernant le binôme alpiniste et chauffagiste. Qui doit avoir le cabibois haut pour les unités financières, il faut travailler tous les deux. Là, c'est le chauffagiste. Enfin, c'est le plombier, quoi. Celui qui fait le réseau. Ouais. Enfin, je ne sais pas si ça passe, mais c'est comme ça, c'est lui qui a le... Normalement, c'est les deux. Les deux. Ouais. Parce que j'ai eu un cas où il y en avait qu'un, j'ai suggéré à la personne que les deux de lait, pour être certain, d'interroger directement nos amis qui sont très bien. Pas d'intéressant. Et on regarde la table.
Donc, deux, on va dire les deux. Je pense qu'il y a même un seul devis, c'est le plombier chauffagiste qui fait le... Ah oui, parce qu'il regroupait tout, donc là, c'est un... Là, j'avais deux devis distincts. Non, normalement, c'est les deux, et même en cas de sous-traitance, avec un seul devis, les deux doivent avoir la qualification calibre. Est-ce qu'il doit être calibre haut? Est-ce que les deux doivent être calibre haut? Est-ce que la triée pourrait peut-être avoir juste un calibre R, vu qu'il intervient... On reste sur... Même le poêle, il a quand même une partie hydraulique. Donc ça reste un calibre haut. Il me semble, moi j'avais fait une demande, il me semble que c'est les deux qui doivent avoir un calibre haut. D'accord. Okay. Je continue sur l'étanchéité. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, donc un poêle étanche, ça va ressembler à ça. Donc là, c'est avec une sortie en façade, une sortie ventouse, on l'appelle. On voit que là, ça fait carrément amener d'air frais qui va arriver ici, et évacuation des fumées. Donc c'est deux tuyaux concentriques, hein, l'un dans l'autre. On n'est pas obligé d'avoir ce système-là. On peut avoir un tuyau qui sort en toiture et puis un tuyau qui va traverser ici pour l'amener d'air ou traverser le plancher pour l'amener d'air. On a ce type de coque-là, isolante, qui permet de traverser les parois. Pour les traversées de plancher, on est sur ces systèmes-là. Donc pareil, c'est isolant. Isolant de l'air, quoi. Enfin, étanche, quoi. Et là, c'est le schéma de principe de l'amener d'air. Enfin, c'est... Enfin, je veux que l'amener d'air par en dessous, c'est pas méga technique. Alors, il y avait une discussion dans le réseau concernant ce type de tube concentrique sur les condensations de fumée. Alors, il n'y a pas de réponse là-dessus. Si, vous ne savez pas De toute façon, c'est pas plutôt sur le refoulement. Non. Qui, ça sort assez rapidement. les retours qu'on a nous, par rapport à ça, on en a eu plusieurs, c'est que sur ventouse, dès qu'on a un vent qui arrive dans le conduit, il se met en sécurité, parce qu'il n'a pas suffisamment, il n'arrive pas à bien aspirer son air, ou il a une fumée qui ne se refoule pas justement, qui ne dégage pas, donc en fait il se coupe en sécurité. C'était ça un peu la problématique. L'autre retour que l'on a aussi, c'est que quand on passe en conduit en toiture, donc en conduit concentrique, on est d'accord, en toiture avec une sortie à 1,20 m minimum, ce qui arrive, c'est que si on ne respecte pas les préconisations du fournisseur de poêle à granuler, parce que là on a obligatoirement de poêle à granuler, si on a une hauteur de conduit trop importante, on a la condensation, alors on a de la flotte qui tombe dans le poêle. Mais c'était ça, mais on avait une discussion là-dessus. Ben, justement, en fait, c'est le fabricant du poêle qui va dire, avec ce poêle-là, on limite notre tube concentrique à 4-5 mètres maximum. Si on dépasse, on a de la condensation. Encore une fois, là, ça va être, on va avoir ces informations dans les avis techniques. Poêle à granulés étanche, on est en avis technique. Conduit concentrique, on est en avis technique. C'est que des matériels ou des pièces qui ne sont pas avisées par les DTU, qui ne sont pas reconnues par les réglementations à l'heure actuelle encore. Donc vous allez forcément regarder en ligne sur les avis techniques du CSTB pour avoir le maximum d'informations sur la mise en œuvre, sur les préconisations et les précautions d'usage. Donc le système de combustion étanche, ou le circuit de combustion étanche, c'est un poêle étanche, les conduits étanches, la pose doit être étanche et avec des appareils reconnus par des avis techniques favorables. C'est comme ça qu'on sait si le poêle est étanche ou pas. L'étanchéité, elle est calculée, je le dis juste après. Dans quel cas? Donc, dans une maison étanche à l'air, donc maison RT 2012 ou label plus récent, ou plus sérieux. Présence de VMC double flux dans le cas d'une hotte à extraction et dans tous les autres cas pour le confort. Comme je disais tout à l'heure, l'amener d'air direct, c'est intéressant de l'avoir. Voilà. La question d'étanchéité, on n'est pas obligé d'avoir un poêle étanche dans une maison rénovée, on n'est pas obligé de passer en système total de combustion étanche. Mais ce qui est vraiment intéressant dans tous les autres cas pour le confort, c'est l'amener d'air direct. Voilà, ça c'est important d'y penser. Si c'est facile de la mettre en œuvre, autant s'y offrir. Juste une dernière question. Ouais. La différence entre... est-ce qu'on peut avoir un poêle à bois, je parle bien d'un poêle à bois étanche, avec une amenée d'air direct? Oui, justement. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça même. Là, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. Poêle étanche. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par un
tuyau concentrique, enfin un tube concentrique, Pas du tout. pour être étanche. Le tube concentrique, c'est comme C'est tu l'as dit. obligatoire. Non, pas du tout. Le tube concentrique, c'est un matériel particulier qui va être adapté à des situations où c'est quand même vachement plus simple de faire sortir comme ça que voilà, soit là, soit en toiture. Mais à mon sens, il vaut mieux séparer les deux pour éviter les interactions comme tu disais tout à l'heure. Et en plus, le tube concentrique n'est valable que pour les poêles à granulés étanches. Donc pour un poêle à bûche étanche, on ne peut pas mettre de un conduit adhère direct avec un poêle lui étanche. Voilà, un poêle étanche et puis un conduit de fumée classique, mais posé de manière étanche. Posé de manière. Voilà. Vous répétez, le tube concentrique, c'est uniquement pour les poêles à granulés, c'est ça? Oui. Et étanche. C'est uniquement pour les poêles à granulés étanches. Et étanche, ça veut dire tout ça. Et étanche, ça veut dire tout ça, ouais. Et pourquoi c'est que pour les granulés? Pourquoi ça marche pas pour... Pareil, pour des questions de réglementation, que je retrouve dans mes petites notes. Parce qu'un poêle, enfin, généralement, un poêle à granulés va avoir un ventilateur qui, lui, va prendre son air comme une chaudière avant tout. Donc, sur un poêle à bûche, tu ne peux pas avoir ce type concentrique. On ne va pas avoir de dépression suffisante pour aller amener l'air par un produit concentrique. Moi, c'est ce que je... Alors non, c'est pas forcément que pour les poêles à granulés. Je l'avais mis dans ce premier guide. C'est plutôt la sortie en façade. On va le dire autrement. La sortie en façade doit être déjà uniquement pour l'habitat individuel. C'est interdit dans le 9. Il faut l'utiliser que pour des appareils étanches et des conduits concentriques. Donc c'est plutôt voilà, dans cet ordre-là. Les deux éléments doivent avoir été visés par des avis techniques du CSTB. Et la pose doit être à circuit de combustion étanche. Et c'est redit là. Si vous n'avez pas tout noté, c'est redit là. Par contre, moi je connais que des appareils à granulés qui peuvent être en ventouse comme ça. J'ai jamais vu aucun appareil bûche qui le permettait. Oui. Que des granulés, et c'est même assez rare, assez peu de modèles qui peuvent être en ventouse comme ça. Pour ça que même en conduit concentrique, même des poêles à bois bûche en concentrique, j'en ai pas eu. Non, c'est que des granulés. Oui, pour moi c'est ventouse, que ce soit horizontal ou vertical. Pour terminer sur l'étanchéité, on parle d'un appareil étanche lorsque les tests qui sont faits sous 50 pascal enregistrent un débit de fuite inférieur à 0,25 m3 par heure et par kilowatt. Donc entre parenthèses, vous avez une petite précision, mais si je reprends le test général, donc une maison étanche, on va la mettre en surpression, c'est ça Hervé? Tu me corriges? Une maison étanche? Oui. Une maison, quand on va faire le test, on va la mettre en oui, en surpression. En surpression. Et en dépression. La norme, c'est les deux. Okay. Et on va enregistrer la fuite d'air. Et donc celle affectée au poêle doit être inférieure à 0,25 m3 par heure et par kilowatt. Ça, c'est valable pour les poêles inférieurs à 12 kW. Sinon, on accepte un débit inférieur à 3 m3 par heure pour les gros poêles. Mais on va rarement trouver des poêles d'une puissance supérieure à 12 kW dans des maisons étanches parce qu'on est rarement sur des besoins de chauffage pour un chauffage individuel, individuel aussi important. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et les points faibles d'un appareil étanche, c'est souvent les joints autour de la porte ou de la vitre en elle-même. Donc, et les professionnels nous ont dit que globalement, les bons poêles étanches, on les retrouvait chez les bons fabricants de poêles. Voilà, on retrouve un peu les mêmes automatismes. Il y a des marques un peu plus haut de gamme qui font un peu plus attention à ce genre de détails, qui n'est pas qu'un détail. Est-ce que ça va pour cette partie? Je vais passer à la partie combustion. Expliquez-le. Oui. Quand on achète un poêle, c'est fait pour étanche, pas étanche. On est la gamme, ils ne seront pas étanches. Si, ils le seront, mais ils seront... Avec le temps, ils vont perdre. Voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est pas une règle, j'ai pas cité de marque parce que c'est pas une règle absolue, mais globalement, c'est un retour des professionnels, c'est se fier aux appareils un peu plus chers. J'aurais une question sur le dimensionnement tout à l'heure, peut-être que vous l'abordez après. Dimensionnement des poêles à granulés spécifiquement. Ouais, non, je l'aborde pas spécialement. Parce que autant sur des poêles à bûche, on sait qu'il faut essayer de faire fonctionner en puissance maximum. Autant sur des poêles à granulés, c'était pas forcément vrai. La plupart sont en convection d'air forcé, donc du coup, ça impliquait des vitesses de ventilation importantes qui faisaient des nuisances sonores. Il y a très peu de marques qui font que de la convection naturelle, pour le cas. Et aujourd'hui, la plupart sont débrayables. Et donc ça pose pas mal de soucis, d'après plusieurs discussions avec des closers.
de ce type d'appareil-là, quand on les sous-dimensionne et qu'on coupe volontairement la ventilation forcée, on monte en surchauffe le corps de chauffe, c'est des appareils qui ne durent pas longtemps. D'accord. Donc la règle qu'on faisait avant, parce que les plages de fonctionnement du poêle à granulés sont beaucoup plus larges, volontairement on avait plutôt tendance à les surdimensionner volontairement pour les faire travailler en puissance basse. Voilà, maintenant avec quasiment tous les appareils proposent la fonction débrayable, parce que ça peut poser souci. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours sur ce. J'ai pas spécialement eu de retour sur ce sujet-là. Je connais qu'une marque qui fait de la convection naturelle, c'est pour les Skeleta. Il n'y a que qui font. Et pour moi, j'ai pas encore, je trouve ça trop récent encore pour avoir un recul par rapport à ça. C'est maintenant quasiment toutes les marques proposent des appareils débrayables où on coupe la ventile, sauf que là, c'est des appareils qui sont faits pour évacuer l'excédent de chaleur. Et donc, si on le surdimensionne et qu'on a des besoins importants et qu'on coupe la convection forcée parce qu'on a atteint notre température possible, a priori, le poêle, il n'aime pas du tout. Il va surchauffer maintenant. C'est logique. Ouais, très bien. Ok. J'en arrive justement à la combustion. Donc pour la partie combustion du bois, c'est une partie que j'avais abordée dans la formation de biologie, donc là je vais essayer de passer assez vite, d'autant que le temps tourne, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et je peux vous envoyer aussi des diapos complémentaires, ou l'aborder dans un format plus long, vraiment précisément là-dessus. Donc la combustion du bois, on a aujourd'hui des appareils, la combustion du bois, elle est due à des appareils performants, une bonne combustion, je veux dire, et un bon bois également, mais aussi une bonne maîtrise, une bonne allure de fonctionnement. Donc je vais surtout parler de bois bûche, là, principalement, parce qu'effectivement, pour les poêles à granulés, a priori, il y a moins d'interactions possibles par l'occupant, et il y a aussi des problèmes, et voilà, mais là, j'aborde surtout la combustion qui est gérée par l'homme, quoi. Pour la qualité du bois, donc on passe souvent en disant bon, il faut du bois sec. Il y a une étude du CERIC dernièrement qui montre que non seulement le bois sec brûle mieux, on s'en doutait, mais surtout, et en plus, quand il est fendu, même écorcé. Là, vous voyez les 5 courbes. La courbe A, c'est 13% d'humidité. Il est écorcé et fendu. Bon, il est séché artificiellement, 13%. La courbe C, c'est 30% d'humidité fendue. Et la courbe, le bâtonnet E, c'est 30% mais en rondin. 30% d'humidité mais en rondin. Voilà, et entre les deux, vous avez des variantes. Là, on était à 27% d'humidité. On était plutôt fendu. Et ici, on était à 20% d'humidité. Donc là, on voit 20% d'humidité, fendu, écorcé. Quel est le ratio de kilowattheure par ster? Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Vous avez une petite notion comme ça, 1500 Tous ces bois étaient vendus comme des bois prêts à l'emploi. Du coup, c'est super variable. En gros, le bois anhydre, on est à 5000 kWh par tonne. On est donc sur du bois, plus il va être humide et plus on va baisser en PCI. On va être un bois à 25%, on est autour de 3007, 3005. Pour un bois qui n'est pas ultra sec, mais qui est correct, qui est tout à fait correct pour comment? À la tonne. À la tonne. Est-ce qu'il y a réellement des fournisseurs de bois bûche qui vendent du bois écorcé? Parce que moi, il est Bretagne Bois Bûche, mon fournisseur, il ne m'a jamais proposé du bois écorcé. Ça, c'est vraiment les fournisseurs qui le décident. Le bois écorcé, c'est plutôt des grosses entreprises qui le font. Pour écorcer du bois, il faut des tambours d'écorçage. On le passe comme dans un tambour de machine à laver. C'est dans un tambour où en fait, il y a des tubes qui sont ajourés. Donc l'écorce se détache et tombe à travers les trous. Moi, je connais BF36, donc les marques Crépito là, de bois séché artificiellement. Eux, c'est du bois écorcé, c'est cette manière-là qu'ils le font. Après, globalement, plus vous avez un petit artisan du bois de chauffage, et moins il va le faire, quoi. C'est plus cohérent d'acheter quand même un artisan d'à côté.
Après voilà, c'est au choix de chacun. Et puis l'écorce, elle peut aussi se détacher pendant le stockage et vous pouvez l'utiliser à part en allume-feu aussi. Donc voilà. Après, c'est intéressant de le savoir sur le plan théorique, qu'on a des différences quand même observées, quoi. Voilà. Donc, cette étude sérique, elle prouve que l'impact du combustible est à peu près équivalent à l'âge de l'appareil, la performance de l'appareil pour l'atteinte des puissances nominales, pour l'atteinte du rendement de l'appareil, le rendement annoncé par le fabricant. En dehors de ça, c'est la combustion en elle-même, donc la façon dont on va gérer les entrées d'air, la chaleur dans le foyer, qui va donner de bonnes performances au feu. Donc là, la combustion, c'est 3 phases. Dans la première phase, il ne se passe normalement rien d'autre que du séchage. On a toujours de l'humidité résiduelle, même avec le plus sec des bois. Même pour du granulé, quand on met du granulé, on est encore à 8-10% d'humidité. Donc il faut que cette humidité s'en aille. Pour cette phase-là, il faut de la chaleur et de l'air. Donc ça peut paraître contradictoire de se dire que pour sécher du bois, il faut de la chaleur, alors que c'est le bois qui est censé nous rendre de la chaleur. Mais c'est le cas. En fait, on sait que jusqu'à 200-250 degrés, le bois va sécher, que c'est à partir de cette température-là que le bois va commencer à s'enflammer. Donc si on mettait une bûche dans un four électrique, du moment qu'il y a un apport d'air qui est suffisant, et qu'on le règle à 200-250 degrés, normalement le bois finit par s'auto-enflammer, sans apport d'allumettes, sans apport de flamme. En réalité, ce qui s'enflamme, c'est les gaz contenus dans le bois. Donc c'est eux, une fois l'eau partie, c'est eux qui peuvent, et une fois cette température atteinte, c'est eux qui peuvent brûler. Là commence un dégagement important de chaleur, toujours en présence d'air de manière importante. Quand on a, là-haut vous avez un petit impact sur la double combustion, quand on a un apport secondaire d'air, par derrière, souvent un peu donc au fond du foyer, puis un peu en hauteur, on va avoir plus de gaz brûlés. Les gaz qui n'auraient pas brûlé ici, ils brûlent un peu plus haut. Des fois, on observe, si vous observez dans le poêle, des petites flamèches qui ont l'air d'être suspendues au fond du poêle. Donc c'est ça la double combustion. Vous devez être fier si vous avez la double combustion dans votre poêle, vous avez atteint une puissance nominale intéressante. Et donc là, on a un dégagement supplémentaire de chaleur, toujours en présence d'air secondaire, enfin, en apport d'air et d'air secondaire. Et la dernière phase, c'est la combustion des résidus charbonneux, donc en fait la combustion du bois, du carbone de la bûche, quoi, ce qu'on peut toucher. C'est ça qui brûle finalement en dernier. Donc ces 3 phases, elles ont lieu en même temps dans le poêle. On ne peut pas les distinguer de manière aussi claire que sur le schéma. Mais on peut quand même les observer. C'est intéressant de savoir que ça se passe dans cet ordre-là pour comprendre comment avoir une bonne influence sur son appareil. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Juste une remarque par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, tous les poêles à bûche régulés, en gros il y a 2 systèmes, soit c'est des panneaux réflexistes qui descendent et les autres c'est sur la quantité d'air primaire entrant. Ça veut dire qu'on est en train de bouffer complètement la combustion. Alors, pas forcément, parce qu'ils peuvent être en ouverture d'air complet pendant les phases de démarrage, et puis réduire un petit peu. Là, l'apport d'air doit être encore important. Quand on est sur des braises rougeoyantes, on peut commencer à fermer l'entrée d'air primaire. L'air secondaire, c'est toujours intéressant de l'avoir pour avoir une double combustion, et si on recharge. Au moment où on recharge du bois, il faut réouvrir. On peut jouer surtout sur l'entrée d'air primaire, pour ne pas avoir à un moment donné trop d'air qui va avoir un côté lessivage, qui va renvoyer de la chaleur dans le conduit. Mais c'est un message qui est un peu trop subtil à faire passer, enfin un peu délicat à faire passer, parce que les gens ont plutôt tendance à l'heure actuelle à fermer les entrées d'air pour avoir une allure réduite, un feu qui ronronne, et le faire durer par exemple toute la nuit pour n'avoir qu'à recharger le lendemain matin. C'est cette pratique-là qu'il faut décourager. Donc j'aurais tendance à dire de laisser les entrées d'air complètement ouvertes le maximum du temps. Mais en réalité, ça peut être intéressant de refermer, de jouer un petit peu sur la fermeture des entrées d'air pour avoir vraiment la bonne quantité. Pas trop d'air pour pas balayer finalement et refroidir le foyer. Ça peut aussi avoir un effet de refroidissement s'il y a trop d'air à un moment donné. Juste pour continuer, pour illustrer cette partie-là, ça c'est la composition du bois
Ici, c'est sa composition en masse, en poids. Donc 85% de la bûche, c'est des matières volatiles. Enfin, non, pas en poids d'ailleurs. En poids de masse. Charbon. Oui, si, en poids. Bon, bah, ok. En quantité. Matières volatiles, mais si. Parce que dans les matières volatiles, on compte l'air et l'eau aussi. Hop, le charbon de bois, c'est ça. Et les matières minérales, donc la cendre, 1%. En réalité, ça dégage en quantité de chaleur. Ici, donc les gaz, principalement, si on enlève l'eau et l'air qui ne font pas grand-chose, les gaz produisent 67%, là où le bois, en fait, le charbon, le carbone du bois, produit un tiers de la chaleur qu'on va retrouver à la fin. Bon, le rapport de masse, je ne suis pas sûre que ce soit le mot masse le plus approprié là, parce que on a quand même le charbon, enfin le carbone, il pèse un peu. Est-ce que vous comprenez le principe de ce schéma-là? Donc c'est vraiment, il faut vraiment chercher à brûler les gaz, et c'est vraiment les gaz qui vont apporter le maximum. Faut pas forcément s'attarder. Au démarrage, on a une combustion qui va nous apporter beaucoup de chaleur, même si le bois n'est pas plus entamé que ça. Même si ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc la combustion du bois, toujours pour continuer, l'apport d'air doit toujours être important. Il faut toujours laisser les entrées d'air ouvertes, sinon la combustion est incomplète. Donc avec la petite subtilité là, que je disais juste à l'instant. Et vous pouvez transmettre ce message-là aux particuliers qui vous poseraient des questions, que le noir, globalement, que vous retrouvez, c'est du bois brûlé, donc gâché, c'est du gaspillage. Que ce soit la suie sur la vitre, s'ils nettoient régulièrement leurs vitres, s'ils nettoient leurs vitres tous les 3 jours, ou même toutes les semaines, c'est qu'il y a à un moment donné une combustion qui n'est pas complète, qui n'est pas suffisamment optimisée. Et puis ce qu'ils ne voient pas, c'est s'ils en ont là sur la vitre, ils en ont certainement dans le conduit. Donc ça peut entraîner derrière de gros désagréments, un encrassement notamment, mais voilà, d'autres soucis. Est-ce que ça va pour ça? Et puis le charbon aussi dans les cendres. Si les cendres sont gris très clair, c'est qu'il y a eu une bonne combustion. Si les cendres sont un peu foncées, qu'il y a beaucoup de charbon, c'est que ça n'a pas brûlé de manière optimisée jusqu'à la fin. On ne peut pas avoir 100% de blanc à la fin, parce que forcément quand vous revoyez les 3 phases, au bout d'un moment, on n'est plus, le feu réduit. Plus le feu réduit, plus la température dans le foyer va redescendre. Donc à la fin, on n'a plus les 250 degrés qui permettent de vraiment brûler. Il n'y a plus de gaz déjà. Et puis le charbon, il ne brûle plus. Il lui faut une température encore plus importante pour brûler. Donc c'est normal qu'il y ait du charbon à la fin. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Mais si on rajoutait de la chaleur, on pourrait avoir le charbon qui brûle jusqu'à la fin. Il faudrait la rajouter de manière artificielle. Vous voyez, si on rajoute une bûche, il faut tout recommencer du début. Pourquoi il y a trop de mâche-fer, c'est que... Alors le mâche-fer, c'est autre chose. Le mâche-fer, c'est la partie minérale, la matière minérale, les cendres. Donc vraiment le métal, la silice, là en l'occurrence c'est la silice qui est comprise dans le bois, qui va être chauffée trop fort et qui va rentrer en fusion. Et donc en refroidissant, ça forme comme des cailloux. C'est ça le mâche-fer. Et du coup, si on a trop de mâche-fer, c'est un problème de combustion ou c'est normal? Ça veut dire, à mon sens, ça veut dire qu'il fait trop chaud dans le foyer, ou qu'il y a un problème, ou que le bois est pas... Comment dire? Ça peut être... on a ce cas-là avec du bois flotté, par exemple. Du bois flotté, riche en sel et en sable, qui donc contient plus de silice et peut provoquer des mâche-fer plus facilement. Après, voilà, pour que mâche-fer se forme, il faut qu'il y ait une température de fusion, qu'on atteigne la température de fusion de la silice. Donc, je ne sais plus combien, mais c'est quand même assez élevé, quoi. Dans les poêles à granulés, je sens qu'on obtient assez facilement. Ouais, je pense que c'est une question de température dans ce cas-là. La silice, on l'observait sur les chaudières polycombustibles. On peut la trouver beaucoup plus facilement parce qu'on ne va pas avoir du bois à 100%, on va avoir des matières différentes et donc qui ont des composés minéraux différents. C'est une question de combustible aussi. Les résineux ont plus de minéraux que les feuillus, et donc le granulé. Sinon, les feuillus, c'est surtout dans l'écorce qu'on a la majorité des minéraux. Et dans les granulés, c'est parce que c'est des résineux, et majoritairement des résineux, et de fait, il y a plus de minéraux. Par contre, le résineux et
crée moins de suie. Alors là, moi, En termes d'encrassement des conduits. j'ai pas spécialement de chiffres. Pour moi, c'est pouillème. S'il y a une différence entre feuillu et résineux, c'est relativement réduit. Il n'y a pas d'avantage inconvénient à choisir l'un ou l'autre. Alors pour la bûche, on dit toujours que pour la bûche, il vaut mieux chercher du feuillu, chercher à brûler du feuillu. C'est parce que dans le résineux, il y a de la résine, qui est quelque chose qui brûle très très bien du moment où le feu est très bien conduit. Donc si on a un bois très sec au départ, on va bien brûler, vraiment cramer en fait le bois. Si on fonctionne à allure un peu réduite ou si le bois est un peu humide, si on n'atteint pas les bons paramètres de combustion, là on peut favoriser un encrassement supplémentaire, plus important avec un produit qui contient de la résine. Sinon c'est plutôt un bon combustible. Mais il y a beaucoup de pays où ils ne se chauffent qu'au résineux. Mais ils conduisent leur feu, voilà. On met le résineux quand notre feu il est bien parti. Tout à fait, voilà. De la même manière, autre conseil, si vous avez un bois très sec et un bois un peu plus humide, allumez votre feu avec le bois très sec et mettez le bois un peu plus humide après, quand le feu est vraiment bien lancé. Il va sécher très vite parce que la température du foyer sera importante et après, voilà, ce sera un peu plus facile Mais n'allumez pas votre feu avec un bois moyen. Juste le principe de la double combustion, comme je le disais, ça c'est l'entrée d'air primaire qui arrive souvent devant ou juste en dessous. L'arrivée d'air secondaire, elle va passer derrière, elle va arriver plutôt en hauteur et à l'arrière du foyer. Pour la combustion du bois, le conseil à donner en priorité, c'est de fonctionner par flambée vive. On ne se chauffe pas au bois comme on chauffe avec un appareil électrique. On ne peut pas le laisser allumer à température constante. Voilà. C'est pas vraiment préconisé, c'est mauvais pour plusieurs aspects que j'aborderai après. Donc fonctionner par flambée vive, pas de feu couvé, pas de ralenti. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc on le fait monter en température, on le gère, on le recharge autant que nécessaire si la température dans la pièce à vivre n'est pas atteinte ou si on veut prolonger la température. On va forcément dépasser un peu la température de consigne, enfin qu'on s'est fixé nous en consigne. C'est dans l'idée d'avoir en moyenne sur l'ensemble de la journée, par exemple, une température qui correspond. Donc de ne pas descendre trop bas et de pas monter, on va essayer de ne pas monter non plus trop haut parce que ça va être assez inconfortable. Mais on ne va pas être pile sur la ligne qu'on s'était fixée. On fonctionne comme ça. Et quand on a suffisamment chaud, et qu'on sait que c'est pour suffisamment longtemps, on arrête de recharger et puis on regarde un peu les entrées d'air pour, si on les a fermées quand on était vraiment au top de la combustion, les rouvrir et qu'à la fin le feu se termine avec les cendres, enfin les braises et tous les résidus charbonneux qu'on a bien regroupés au milieu pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leur combustion. Là où est la chaleur, on va mettre le bois pour qu'il puisse brûler le plus longtemps possible et on ouvre bien les entrées d'air jusqu'à la fin. C'est le meilleur moyen d'avoir une combustion la plus complète possible jusqu'à la fin. Voilà. L'allumage par le haut. Vous avez des questions là-dessus? Je l'aborde plus parce que... Enfin, vous n'avez pas posé de questions là-dessus, mais je l'aborde un peu parce que c'est rigolo. Donc l'allumage par le haut, j'ai marqué passer au niveau supérieur parce que c'est pas forcément un truc qui est facile à faire avec des bois qui ne ressemblent pas à ça, des alumiers qui ne sont pas comme ça non plus. Ça marche très bien, c'est très efficace, mais ça met un peu plus de temps à monter en température. Le foyer met un peu plus de temps à monter en température. Et du coup, voilà, c'est pas forcément hyper rapide comme méthode. Enfin, pour l'avoir testé chez moi, il faut un peu plus de temps pour que la pièce chauffe. Maintenant, c'est une très bonne méthode. Vous voulez que je revienne un peu dessus ou pas? Non? Oui? L'allumage par le haut, c'est le fait de mettre les bûches de feu en dessous. Donc pas forcément autant que ça, hein, sinon il faut vraiment avoir un foyer super gros. En général, une rangée va suffire. Ça, c'est pour une chaudière, en fait, ça dépend. On met le bois d'allumage et les allumes-feu au-dessus. L'allume-feu, enfin, pas au dernier moment, parce que sinon il ne va rien brûler. Mais... Donc le bois très sec au-dessus, en gros, puisque ce bois-là, en général, va être beaucoup plus bas, va être plutôt à 10% d'humidité. On l'allume et ensuite la flamme va réchauffer l'air, va sécher l'air. Petit à petit, le bois qui est en dessous va sécher. Donc on a la première phase de la combustion, le séchage, qui se fait lentement
mais qui se fait sans que la flamme vienne toucher le bois. Et quand la flamme vient toucher le bois, mais que les autres paramètres ne sont pas présents, on peut avoir un phénomène de carbonisation qui est, on passe directement à une étape charbon et c'est difficile après de rebrûler ce bois-là. Donc là, on a une évaporation d'abord de l'humidité. La flamme va descendre petit à petit. Quand elle arrive au bois, normalement, le bois est en condition. Il est plus sec et la température du foyer est déjà plus élevée. Donc, on va avoir une meilleure combustion. Voilà. Et les premiers gaz, si on atteint une température de 200-250 degrés dans le foyer et que la flamme est toujours ici, les premiers gaz des bûches, là, quand les bûches vont commencer à sécher, à se craquer et laisser échapper leur gaz, vont pouvoir brûler. Vont pouvoir brûler avec la flamme qui est dessus. Voilà. Voilà le principe en gros. Donc c'est une méthode qui est préconisée par l'ADEME et qu'il faut expliquer, qu'il faut, je pense, transmettre. Mais si vous sentez que c'est pas forcément, que les personnes ne sont pas forcément très réceptives à ça, déjà de leur dire de fonctionner par flambée vive, de laisser les entrées d'air ouvertes, c'est bien. Vous faites après comme vous le sentez. Un bon conseil, là où ça marche bien, c'est de leur dire que la vitre, elle va pas s'encrasser, ou elle s'encrasse beaucoup moins. Et les gens qui en ont marre de nettoyer la vitre, il y en a quand même pas mal. Oui. Et donc. Aussi, ouais. Ouais. Bah, ça, c'est le cas pour l'allumage par le haut, comme l'autre allumage. Hein. D'une manière générale, une bonne combustion, c'est pas tant de cendres que ça, pas beaucoup de charbon à la fin du feu, et pas de suie sur la vitre. Avec l'allumage traditionnel, entre guillemets, on a quand même, sur la première phase de combustion, la vitre s'encrasse quand même pas mal. Si on a un bon tirage, ça passe, mais oui. Dans beaucoup de cas, quand même, ça s'encrasse bien, que ce système-là, même quand on n'a pas un tirage qui est super, ça s'encrasse pas du tout. C'est ça. Ça gomme les aspects négatifs de la phase d'allumage. Donc voilà, je passe vite. En gros, les signes d'une bonne combustion, il fait chaud, hein, bizarrement. Pas de fumée. Non, mais je dis ça, mais voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer avec un feu qui pourtant marche à vive allure. C'est pas un problème de combustion, c'est un problème de dimensionnement ou de tirage qui est trop important. C'est pour ça que je disais les entrées d'air, quelquefois ça peut être contre-productif aussi si le tirage est trop fort. Il n'y a plus de fumée passé le premier quart d'heure. Donc plus de fumée en toiture, si on sort et qu'on regarde, c'est le premier quart d'heure, bon, on peut être à 20 minutes, hein, mais globalement, la fumée, c'est au démarrage, c'est la vapeur d'eau. Après, il ne faut plus voir de fumée. Si on en voit, c'est qu'il y a une mauvaise combustion. C'est que dès qu'on voit du noir, si la fumée est noire, c'est qu'il y a des poussières, les fameuses particules là qu'on respire. C'est ça. Donc oui, autrement il y a des trucs pas cool qui sont brûlés dans le feu. On voit des petites flammes vives, on voit du bleu, on voit du blanc, enfin du blanc ou du jaune très clair. On voit du rouge et blanc dans les braises. Je suis sur un vocabulaire coloré, mais ça permet aussi d'avoir des repères visuels. Les cendres donc sont blanches avec peu de charbon, et on a une vitre qui reste propre longtemps. Et les risques de la mauvaise combustion, c'est des risques pour l'environnement. On a une pollution, on a un gaspillage de la ressource. Et puis des risques de sécurité, des risques sanitaires, les feux de conduit, l'enfumage de la pièce. Ça, c'est pas que la combustion, c'est aussi des problèmes de tirage, etc. Et puis la pollution particulière. Alors justement, les émissions de particules, c'est un problème qui est avant tout sanitaire et pas, à proprement parler, environnemental. C'est pas pour se dédouaner que je dis ça, c'est pour expliquer aux gens la différence entre la pollution CO2, les émissions de CO2 et les émissions de particules. Dans un cas, on va avoir un impact sur le réchauffement climatique. Dans l'autre cas, c'est un impact sur la santé. Il y a des personnes qui meurent tous les ans parce qu'elles sont intoxiquées aux particules qui sont allées jusque dans les poumons, jusque dans le sang. Donc on est sur deux choses différentes, c'est pour leur permettre, s'ils se posent des questions sur cet aspect-là, leur permettre de faire la part des choses. Donc les émissions de particules, elles sont principalement en fonction de la qualité du bois. Donc on a parlé de l'humidité, mais on peut aussi avoir un impact avec le côté écorcé et fendu. L'âge et donc la performance de l'appareil, et puis l'allure de combustion, donc les trois facteurs dont j'ai parlé précédemment. La question que je me pose aujourd'hui, et ça pourrait être intéressant que l'ADEME puisse porter ce genre d'études, c'est quel est le poids au niveau national du brûlage à l'air libre à l'heure actuelle sur la pollution. Le brûlage à l'air libre, c'est les feux qu'on voit quand il y a des personnes qui élaguent leur haie ou le bois de déconstruction. Les gens qui enlèvent
les menuiseries pour les remplacer, puis qu'il faut un feu dans le jardin, parce que bon, ça évite un déplacement à la déchetterie. On en voit tous régulièrement. Quel impact ça a? Ça, je pense que ça a bien plus d'impact qu'un foyer ouvert dans lequel on va mettre déjà un bois non traité et relativement sec. Donc là, à l'air libre, c'est du bois pollué et du bois vert. On est d'emblée dans des conditions pires. Ensuite, donc, on retrouve nos 5 catégories là, de tout à l'heure. Je vous ai remis la légende en dessous. Donc, les émissions de particules sont en fonction de la qualité du bois. On remarque, donc, en bleu, là, vous avez la déclaration du fabricant. Il déclare que les émissions de particules sont inférieures à 40 mg par nanomètre cube. Donc on atteint effectivement ces seuils d'émission avec du bois écorcé à 13%. Voilà. Je ne sais pas si beaucoup de gens se chauffent avec ce bois-là. C'est à espérer. Ensuite, on a de très bons résultats avec du bois à 20%. Et puis, on pète les scores avec du bois humide. Qu'il soit fendu ou pas fendu, vous voyez des différences, mais on est globalement largement au-delà des limites tolérables. Le petit commentaire du CERIC qui a fait l'étude, c'est que si globalement en France, les gens passaient de 40% aujourd'hui d'utilisation de bois sec, donc on considère sec à 20%, hein, si on passait de 40% à 100%, on aurait déjà une réduction des émissions par 4, des émissions de particules finies. Est-ce que on peut acheter par un particulier, peut acheter facilement un appareil de mesure pour voir justement le taux d'humidité de son bois? Ah, pour le taux d'humidité, oui, tout à fait. À des tarifs en EIE, en fait, moi j'en ai acheté un. Ouais. Et à la période de chauffe, je le prête sur une matinée. Les gens ils se font livrer leur bois, je leur dis vous fendez, si vous faites livrer une corde, vous fendez une dizaine de bûches et vous mesurez. Par contre, ce que je ne sais pas trop, c'est la qualité de la mesure, parce que c'est un petit appareil que j'ai acheté une quarantaine d'euros. Alors la qualité ne vient pas forcément du prix de l'appareil ou de sa taille, elle vient surtout du type de mesure, c'est une mesure par conductivité, et c'est pas une méthode qui est très fiable, quelle que soit la taille de l'appareil, etc. Après, la seule méthode visée par les laboratoires, etc., c'est la mesure en étuve. La seule méthode qui vaut aux yeux de tout le monde. Donc, mais en attendant, c'est une bonne indication. Ce que vous pouvez conseiller aux gens, c'est de piquer une bûche qu'ils ont gardée, par exemple, dans leur salon. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison ils feraient ça, mais un bois dont ils sont persuadés à 200% qu'il est sec parce qu'il est d'il y a 3 ans et qu'il a été stocké en intérieur ou autre, pour comparer. Voilà. Et si le bois qui est chez eux est autour de 13% et ce que je pense être une humidité tout à fait normale pour un bois qui a été stocké longtemps à l'intérieur, 13-15%, voilà, il aura un point de comparaison avec le bois libre. Ça, nous, on pourrait peut-être dans le bureau garder une bûche. Oui, une bûche témoin. Ça permettrait justement qu'ils puissent faire la comparaison. Pourquoi pas. Et ça vous permet de l'étalonner aussi, l'humidimètre, enfin de l'étalonner. Pas étalonner au sens strict, mais oui, vous pourriez ne serait-ce que piquer avant de le transmettre en disant voilà, le bois sec de chez nous, il est. En gros, l'humidimètre ne dit pas n'importe quoi. À savoir quand même que plus le bois va être à humidité élevée, c'est-à-dire proche des 30 et au-delà des 30, et plus il va dire n'importe quoi. Donc, la fiabilité est dans une plage assez réduite qui va de 0 à 25. Donc, au-delà de ça, on commence à avoir des gros doutes sur la certitude des résultats. Oui, mais du coup, c'est fiable si le bois est sec. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et ça vient du fait que ces humidimètres étaient en fait prévus au départ pour le bois de construction. Donc on est déjà sur des plages d'humidité beaucoup plus basses et donc c'est très adapté dans ces cas-là, mais pour du bois bûche, c'est un peu moins le cas. Les émissions de particules sont également en fonction de l'âge de l'appareil, et ce facteur-là, les appareils anciens, les foyers ouverts, c'est la cause des 2/3 des émissions à l'heure actuelle. Donc c'est ce facteur-là qui est le plus important et sur lequel il faut mettre une priorité sur les actions. Donc voilà, vous avez les différences. Bon, c'est un graphique qui est un petit peu ancien, donc on sait qu'aujourd'hui on a même des performances bien supérieures.
pour ces catégories-là, mais on a déjà un ordre de grandeur. J'essaierai de trouver des graphiques, j'en ai recherché là, mais j'ai du mal à trouver des graphiques récents avec des appareils, enfin, où on voit un petit peu tout type d'appareils à bois. Voilà, et puis elles sont également en fonction de l'allure de combustion. Ce graphique, il est intéressant. On a en vert la puissance nominale et en bleu la puissance réduite, donc le feu couvé. Donc on voit que sur les émissions déjà de monoxyde de carbone, on n'est vraiment pas bon. Monoxyde de carbone, ça tue des gens. On est en direct, c'est pas dans l'air, machin, c'est tout de suite. On a les particules. Et puis on a les composés organiques volatiles et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, on a quand même beaucoup. Ça, c'est ce qui fait la bonne odeur de feu. Quand ça sent bon, la knackierta, là, c'est ça. Voilà, et pour les émissions de particules, les scénarios du CERIC toujours sont optimistes sur l'évolution à bois constant, donc avec un bois d'une qualité équivalente à celle d'aujourd'hui. Donc les 40% de bois sec, là, utilisé, comme on disait tout à l'heure. Sans changer les habitudes actuelles des consommateurs, on pourrait avoir entre 2012 et 2030 une réduction voilà, qui nous amènerait à avoir ces chiffres-là en 2030, donc une diminution de la moitié en fait arrivant en 2020 par rapport aux émissions de 2012. Juste avec l'allure de remplacement des appareils qu'on a aujourd'hui. En bleu, vous avez les foyers ouverts. En jaune, les inserts. En gris, les cuisinières. En orange, les poêles. Et les chaudières en bleu. Non, on ne les voit pas. Alors, tout en bas. Et ici, c'est avec leur hypothèse là, que tous les consommateurs passeraient à un bois sec à 100%, on aurait encore une diminution des émissions. Les taux d'émissions de particules qui sont annoncés par les fabricants quand ils font les tests sur leurs appareils, c'est avec quel type de combustible? C'est avec les combustibles qui leur semblent plus favorables. Donc, comme on l'a vu quelques diapos avant, voilà. Ici, on atteint les seuils déclarés par le fabricant. Donc ils font en général leurs tests avec ce genre de bois. Du bois écorcé, du bois séché artificiellement. Est-ce qu'il y a une interdiction d'utiliser certains types de chauffage bois dans les grandes villes? Il n'y a pas d'interdiction à l'heure actuelle. Une proposition. Voilà. Il y avait eu proposition d'un arrêté qui était pas aussi clair et franc qu'une interdiction. C'était une interdiction d'installer de nouveaux appareils, mais pas forcément d'arrêter d'utiliser les autres. Et puis c'était dans certaines zones, donc c'était sur Paris et sa périphérie. Et c'était certains appareils, pas tous. C'était l'interdiction d'utiliser les foyers ouverts. Enfin voilà, il y avait plein de sous-lignes et ça a été arrêté 15 jours avant d'être appliqué. Donc, dans la vallée de l'Arve, ils l'ont quand même continué. Dans la vallée de l'Arve, il y a des restrictions que je ne connais pas par cœur, mais il y a des restrictions. L'interdiction d'avoir des poêles antérieures à 1980, pas de foyer ouvert et pas en période, je ne sais plus la période, mais il y a une période où c'est pareil, c'est... Ouais, c'est très pollué. Dans la vallée de l'Arve, ils ont mis en place des aides pour les particuliers pour changer leur système aussi. Et puis également, je crois, sur la commande de bois. Quelle heure est-il? Ok, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai 5 minutes pour aborder la dernière partie. Pour vous dire qu'une bois-bûche, c'est de la ressource en bois. Donc je vais essayer de passer un peu vite et puis on pourra en parler à la pause et puis même au déjeuner. La ressource en bois, il y avait quelques questions dessus sur l'évolution du prix du bois énergie. Donc déjà, la construction du prix du bois énergie, selon ce dont on parle, bois bûche, granulé, bois déchiqueté, on va être dépendant de différentes influences. Par exemple, pour le bois bûche, on va avoir l'influence du prix bois construction. Alors, le bois construction, c'est bois d'œuvre en réalité, feuillu. Plus on construira, plus on aménagera de l'extérieur, de l'intérieur avec du chêne, du hêtre, plus ça viendra faire gonfler les prix et ça permettra de... Comment dire ? Ce sera peut-être plus difficile de trouver du chêne et du hêtre pour du bois de chauffage. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le lire. Donc, le prix du chêne et du hêtre bois de chauffage en Bretagne augmenterait. Voilà, c'est pas de main lavée. Là, on continue à voir des beaux arbres arriver chez
chez les transformateurs bois-bûches, faute de preneurs. Donc acheter des trucs en chaîne. Le prix du bois d'industrie. Le bois d'industrie, c'est le bois de qualité intermédiaire, qui n'est pas du bois d'œuvre qui va aller en scierie, qui n'est pas non plus les branchages les plus fins. C'est du bois qui va faire un diamètre supérieur à 7 cm, mais pas forcément transformable dans les scieries. Ce bois-là, aujourd'hui, il part pour les fabricants de papier, fabricants de panneaux. Et il peut être utilisé de plus en plus pour le granulé. L'unité de granulation à Mauron, elle utilise du rondin de type qualité bois d'industrie. En Bretagne, on a un fabricant de panneaux qui a un volume qui est loin de consommer la totalité de ce qui est mis sur le marché. Et on n'a pas de fabricant de papier. Donc avant l'installation de l'unité de granulation de Mauron, tout le bois d'industrie, ou quasiment tout, partait en Normandie pour les unités les plus proches. Donc là, l'unité de granulation de Mauron, quelque part, c'est une relocalisation de la consommation du bois d'industrie. Donc voilà, le prix du bois d'industrie va avoir un rôle sur le prix du granulé. Et ça peut jouer. Le prix même du panneau, du papier, voilà, globalement, ces courbes-là, les fabricants de granulés les regardent. Parce qu'ils sont un peu en concurrence sur la même ressource. Le prix du granulé à l'étranger, donc notamment Europe de l'Est et puis Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ils attendent que ça, que le prix du granulé français monte encore un tout petit peu pour arriver et déverser les cargos entiers sur l'Europe, qui est le premier consommateur mondial de granulés à l'heure actuelle. Le prix des énergies fossiles ou fissiles, bien entendu. La météo. La météo, ça joue énormément sur la demande en bois-énergie, tout bois-énergie confondu, tout combustible bois confondu. Donc ça fait fluctuer ça peut faire fluctuer les prix bien plus qu'un coût des énergies fossiles, quelquefois, de manière bien plus réactive. Et puis la taxe carbone, qui peut être en faveur du bois. Donc j'ai pas de réponse sur comment ça va évoluer. Il faut regarder tout ça. Il faut regarder tout ça de manière attentive pour essayer de pressentir les choses, sachant que la météo, on la connaît le matin pour le soir, hein, donc on peut pas tout prévoir en termes d'évolution des prix du bois énergie. Donc c'est une réponse de Normand. Globalement, on sait quand même que les prix vont aller à la hausse, mais le gros avantage par rapport aux autres énergies, c'est qu'on a quand même des prix qui restent stables, qui sont beaucoup moins soumis aux aléas géopolitiques, on va dire, et qui sont quand même toujours, et encore je pense pour un bout de temps, les plus bas du marché des énergies thermiques. Donc qui sont concurrencés. Donc ça c'est votre Argus. Ils sont concurrencés de temps à autre par le gaz naturel. Mais... voilà. Sur les bois sur pied, une fois qu'ils sont abattus, les gestionnaires ils ont des possibilités en termes d'utilisation de ce bois. Ils choisissent la filière. Oui, tout à fait. Mais en général, ils ne vont pas les abattre sans demandeur. Le fait d'abattre un arbre, ça coûte. On fait venir une entreprise, on fait venir un bûcheron. Donc on n'abat pas un arbre si on ne sait pas à quoi il va servir derrière. J'ai eu l'occasion de voir des usines de granulation où ce qui passait, c'était clairement pas du bois d'industrie, hein, c'était du bon tronc d'arbre comme ça. Alors, c'est pas parce qu'un tronc d'arbre et a un diamètre important qu'il est forcément d'une qualité qui peut convenir pour la transformation. Il peut avoir des défauts intérieurs, il peut avoir des nœuds, il peut avoir peut être atteint d'une maladie qui va affecter sa résistance mécanique. Donc c'est vrai que visuellement on peut être choqué quelquefois, mais d'une manière générale, l'exploitant aura toujours mieux à faire à vendre un bois d'œuvre à une scierie, il en tirera un meilleur prix qu'à le vendre en bois d'industrie. Pour l'instant, les courbes ne se sont pas croisées et il est vraiment à souhaiter que ce ne soit jamais le cas. Si le bois d'industrie arrive plus cher que le bois d'œuvre, c'est qu'on a raté un truc. Et puis le granulé, on prend tout tablier. Comment en faire du bois de bûche et le passer pour faire du granulé. Alors souvent, le rondin qui est utilisé pour le granulé, en tout cas pour la Bretagne, hein, ce que j'en pense pour la Bretagne, c'est que c'est du rondin type résineux. Donc c'est du rondin qui vient des éclaircies en fait en forêt. Une forêt, elle est semée assez dense pour que les arbres poussent bien droit, se fassent un peu concurrence pour la lumière, donc cherche à aller plus vers le haut que vers le côté.
à certains stades de la croissance, on va retirer certains arbres, comme on fait pour les carottes. On enlève certains brins de carottes pour laisser de la place aux autres. C'est ces brins de carottes-là qui font le bois d'industrie. Alors, tout au début, ils ne sont pas aussi gros que ça, mais pour la deuxième, voire troisième éclaircie, c'est là qu'on va trouver le bois d'industrie. Or, ce type de sylviculture, souvent on le rencontre plutôt pour du résineux, parce que c'est le résineux qu'on va chercher à faire pousser bien droit pour faire des charpentes. On a moins de marché pour la charpente en feuillu, malheureusement. Alors, pour des bâtiments patrimoniaux, il y a peu de gens aujourd'hui qui demandent de la charpente en chêne ou autre. Donc, le bois d'industrie est majoritairement résineux un peu partout en France. Une unité de granulation qui est basée en Bourgogne utilise du rondin de feuillu. Et là, encore une fois, c'est du bois d'éclaircie également. Il y a eu des craintes au moment du lancement que ça vienne en concurrence avec le marché de bois bûche, mais je pense qu'ils ont trouvé leur marque. Et, a priori, il y a assez de volume en bois pour tout le monde, pour répondre aux besoins de tout le monde. J'essaie de passer vite parce qu'on est en train de carrément dépasser. Juste une question Oui. sur le granulé. Mon territoire à Rossoinin, j'ai une usine de granulés qui s'ouvre, issue du bois de palette. Oui. Est-ce qu'on a des craintes à avoir sur la qualité du... Je réponds à la question juste après. Quelques diapos sur le granulé. Pour la ressource en bois, donc juste pour vous donner quelques repères, fin 2015, il y a 2 gisements différents pour la bûche. C'est la forêt et le bocage. Il y a 2 gisements pour le granulé. C'est les connexes de scierie, donc tout ce qui est sciure, copeaux, chute de sciage, et le rondin dont je parlais à l'instant, le rondin d'industrie. Et il y a 6 gisements différents pour le bois déchiqueté. Donc un bon tiers de ce qui a été mobilisé en 2000, donc c'était fin 2015, un bon tiers vient de forêt, un bon quart vient des produits bois fin de vie, donc c'est en gros les palettes broyées, c'est que du bois propre. On a ensuite, à presque par égal, du déchet vert, des connexes de scierie encore une fois, du bois issu du bocage et du bois issu de l'élagage. On fait la séparation. En Bretagne, on arrive à avoir un suivi suffisamment fin pour faire la séparation entre les deux. Voilà pour avoir des grands ordres de grandeur. Et vous pouvez retrouver ces chiffres-là dans la plaquette que je n'ai pas amenée, qui s'appelle Ressources en bois et bois énergie, que vous trouvez en ligne sur le site du plan bois énergie, www.planboisenergie.com. Et que je peux vous mettre en pièce jointe aussi, suite à la présentation. Voilà, et on a des incertitudes fortes sur le bois bûche. Les incertitudes, c'est quelle part viendrait de forêt, quelle part viendrait du bocage. On estime qu'il y a à peu près 1 million de stères consommés tous les ans en bois bûche, en Bretagne. Et la répartition, on ne la connaît pas bien. Donc là, on a tout mis en forêt. Sur ce graphique, on a tout mis en forêt. On est à peu près sûr que ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut s'imaginer pouvoir réduire au moins de moitié, si ce n'est un peu plus encore, la quantité de bois bûche prélevée en forêt. On est en train de monter une étude avec l'association EL, l'IGN et plusieurs autres partenaires, dont l'ADEME, la région, sur le bois de bocage justement pour approcher un peu plus ce chiffre-là, parce que l'étude forêt, disponibilité de l'année dernière montre des chiffres qui ne sont pas du tout ceux-là, et on serait plutôt autour des 300 000. Donc, voilà. Vous avez les grandes masses, donc ça c'est le bois d'œuvre. Majoritairement du bois d'œuvre, c'est du résineux. C'est majoritaire, hein, c'est pas du 100%. Là, on a le bois d'industrie, et là, on a le bois énergie, qui était prélevé donc, en 2014-2015, donc les fameux tiers, un tiers là, de la ressource que je vous montrais dans le graphique juste avant. Pour le bois déchiqueté, bois énergie, bois déchiqueté, le potentiel est très important. Les freins à la mobilisation de ce bois-là ne sont pas du tout quantitatifs. L'étude de l'IGN de l'année dernière a montré que, même en enlevant donc, toutes les zones protégées ou à protéger, sensibles, Natura 2000, etc., en enlevant tout ça, en ne se concentrant que sur les... Ah bah, je lis la dépo d'après, on va faire avec du soutien, ça va être mieux. En enlevant, donc, en considérant donc, les peuplements pauvres feuillus. Peuplement pauvre, c'est du bouleau, du saule qui a poussé un peu de travers, dont on ne s'est jamais trop occupé, ou bien des échecs de plantation, ça peut être du pain maritime dont on ne s'est aussi jamais occupé, ou qui a subi une tempête, enfin, du bois qui, même en y mettant tout notre cœur, ne donnera rien qui pourrait aller dans une scierie, pas de bois d'œuvre.
dans ces peuplements pauvres, il y a un volume considérable qui pourrait être utilisé en bois énergie. Donc l'idée, c'est pas de raser tous les peuplements pauvres de Bretagne pour aller choper du bois énergie. Si on considérait faire des simulations juste sur un tiers de cette surface, il y a des ratios qui ont été appliqués, que j'ai pas en tête et j'ai pas creusé, mais les professionnels se sont mis autour de la table avec l'IGN, avec différentes organisations, pour appliquer des simulations, des scénarios. Pour se dire, bon, bah, comment on mobilise ce bois. Si on s'intéressait qu'à un tiers de la surface et que régulièrement on pouvait prélever du bois énergie sur X%, et qui tourne tous les ans, on pourrait avoir dès 2015 plus 125 000 m3 par an. On aurait d'ici à 2025 plus 23% de stocks sur pied supplémentaires. 23% de stocks supplémentaires dans ces peuplements-là, même en prélevant 125 000 m3 par an en plus d'aujourd'hui. En 2035, en continuant sur ces mêmes tendances, on pourrait atteindre même presque 300 000 m3 par an, et on aurait encore une augmentation du volume de stock de plus 47%. Et on ne s'est intéressé qu'à un tiers de la surface. Tout ça, je vais essayer de le mettre en graphique et tout ça pour que ce soit un peu plus visuel. Je suis en train de préparer un guide pour expliquer tout ça, mais c'était pour vous donner quelques chiffres un peu en live. En avant-première. En avant-première, c'est ça. Pour vous donner un aperçu. On est large. On est large. Sachant que le plan bois énergie prévoyait d'atteindre plus de 100 000 tonnes brûlées pour 2020. Pas que sur la forêt, en tout. Donc, là, ce sont les plaquettes. Plaquettes. Et à Rennes, je suis pas au sujet, à Rennes, il y a des tonnes de quantité de bois qui arrivent là, pour chauffer le sud. C'est du bois déchiqueté. Le sud. La chaufferie. Oui, c'est du bois déchiqueté, oui. Ouais. Donc c'est pas une bêtise. Ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur au moment où ça s'est lancé. Moi, ça me paraît. Mais c'est très facilement absorbé. Et les professionnels, aujourd'hui, il y a plus de professionnels, il y a plus de bois que ce qui est consommé par la chaufferie de Rennes. Et la chaufferie de Rennes est plutôt en train de sélectionner la crème de la crème des fournisseurs pour l'approvisionner, plutôt que d'essayer de courir à trouver du volume. Il n'y a pas de problème de volume, y compris après le lancement de cette chaufferie-là, qui a bousculé le paysage du bois énergie en Bretagne, qui nous a fait un peu peur parce que c'est arrivé d'un coup. Ça a doublé la consommation en bois déchiqueté en Bretagne. Une installation a doublé la consommation. Mais c'était en 2013. Oui, il y a de quoi faire en fait. Ah oui. Ça a été facile. S'il y a une bêtise, c'est de consommer du bois avec toute la connotation énergie renouvelable, pas de pollution, cycle carbone fermé, pour chauffer les épaves thermiques. Oui. Et là, la vraie bêtise. La vraie bêtise. D'accord. C'est pas parce que c'est renouvelable que c'est une énergie qu'on peut, comme ça, consommer à tout va pour faire entre guillemets n'importe quoi. D'abord rénover leur bâtiment. Voilà. Pour arriver sur le granulé, je passe vite, mais on aura le temps d'échanger après. Donc les granulés, voilà la carte un peu des granulateurs en France. Les granulés sont constitués de sciure, de copeaux ou de farine de bois pour la grosse majorité. Donc c'est les sous-produits du bois d'œuvre, dans le sens où il a fallu d'abord amener du bois d'œuvre en Syrie, le couper, le débiter, produire un peu ces sous-produits pour pouvoir ensuite avoir du granulé. Et il y a une autre façon de produire, qui est celle de Moron, d'utiliser des rondins de qualité bois d'industrie, mais qui sont finalement aussi du sous-produit du bois d'œuvre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il n'y aurait pas d'intérêt à aller chercher ce bois-là si, à la fin, le but n'était pas de produire des arbres de qualité bois d'œuvre dans une parcelle. Donc, quand on a du bois d'industrie qui est issu d'éclaircies, on est dans ce schéma-là. Et le bois d'industrie est toujours issu des éclaircies, puisqu'il leur faut quand même une qualité particulière. Voilà, rapidement. Et pour la production par rapport à la consommation, donc là vous avez la courbe de la production de granulés française, tout cumulé depuis 2008 jusqu'à 2016. En Bretagne, pour ce qui est de la Bretagne, il n'y a pas de conflit d'usage, mais ça a pu être le cas au niveau national dans certains bassins, là où les industries du panneau, du papier sont très importantes. Elles ont vu arriver le granulé avec un très mauvais œil, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, la concurrence sur le rondin de qualité bois d'industrie. Même la sciure et les copeaux que les papetiers récupéraient auparavant. Et là, maintenant, les scieurs utilisent leurs propres sous-produits. C'est eux, souvent, qui sont les granulateurs, les premiers granulateurs, qui produisent du granulé pour valoriser les déchets, finalement, de leur première activité.
La production est la même que la consommation, elle s'équilibre. Il y a un tout petit peu d'import-export, voilà, parce que c'est le jeu des marchés apparemment de faire ça, mais sinon la production et la consommation sont à peu près équivalents. On est à peu près 1 million de tonnes en 2016. En Bretagne, la production cette année, elle sera de 96 000 tonnes précisément. La Copédom fait 6 000 Copédom à Domanier. Bretagne Pellet à Moron fait 75 000 tonnes et Aprobois, donc à Rostrenin, vise les 15 000 tonnes pour cette année. Et ils veulent monter à 25 000 l'année prochaine. Avec cette production-là, on couvre la demande estimée. Demande qui peut évoluer vite si on installe beaucoup de nouveaux appareils. Et puis en fonction d'une météo plus ou moins clémente, elle peut varier aussi, mais on est dans les ordres de grandeur de ce qui est demandé en Bretagne. À l'heure actuelle, les Bretons ne consomment pas à 100% du bois, du granulé breton. Ils en consomment pas mal du granulé, notamment de l'usine. On a pas mal de granulé qui vient de chez Pifto et de la Haute d'Aswood, et puis un petit peu de chez eux aussi. Voilà, c'est principalement là d'où vient le granulé à l'heure actuelle. Et on a un potentiel de 120 000 tonnes sur les 3 outils si notamment la Copédom décidait de mettre beaucoup plus de bois dans son outil de granulation. Pour information, eux, ce n'est pas des scieurs au départ, ils font de la luzerne déshydratée, du granulé de luzerne pour les lapins ou d'autres animaux. Et donc ils ont des presses, et ils ont utilisé des presses qui étaient en sous-utilisation en hiver pour granuler du bois. Voilà. Est-ce que vous savez la répartition en production en sac et en vrac, en granulé? C'est principalement du sac, surtout en Bretagne, où le vrac va être réservé à des petites chaufferies de collectivités, par exemple, ou à des grosses chaudières de manoirs, enfin voilà. Pour avoir besoin de vrac, il faut avoir déjà une consommation importante, enfin voilà, relativement importante. Donc souvent c'est du sac, c'est principalement du sac. Mais à ma connaissance, à l'heure actuelle, le vrac peut être livré partout. C'était pas forcément le cas il y a encore 5 ans, mais on peut être livré en vrac n'importe où en Bretagne. Ce qu'il faut retenir aussi. Voilà. Je vais passer la parole. J'avais des diapos sur la bûche reconstituée, mais voilà, on n'est pas obligé de l'aborder là. Voilà. Et donc pour répondre à la question sur le granulé d'Aprobois, c'est pas la palette qui va passer dans l'outil de granulation, c'est les chutes de production de palettes. Donc les copeaux, la sciure, exactement de la même manière, et puis du bois déchiqueté qu'ils vont rajouter par-dessus pour compléter. Bois déchiqueté à partir de rondins également, ils vont faire venir ça. Ils ne vont pas se servir que de leur connexe de scierie à eux, ils vont aussi en acheter aux scieries environnantes. Voilà. Donc il y aura pas de... Ce sera les mêmes qualités et je pense qu'ils vont chercher à obtenir les certifications NF, DIN ou N+, comme les autres, parce qu'aujourd'hui, sans certification, c'est un peu difficile de se placer sur le marché. Donc, voilà. Et ils ouvrent leurs portes samedi. Celtic Wet, ça s'appelle. Voilà pour moi, je te passe. On va faire une petite pause. Ouais. Par rapport à l'évolution potentielle du prix du granulé, il était il parlait de centrale thermique au granulé de 8-9 milliards. Elle est déjà en cours en fonctionnement depuis quelques années. Si ça continue à monter, il y a que au Canada pour la centrale. Forcément, ça va complètement bouleverser le marché du granulé. Ça peut avoir des incidences, mais